Mon mari me force à voir un psychiatre pour que je ne fasse pas de mal à nos enfants après que j'ai découvert sa liaison de 10 ans avec son ex-petite amie, mais le psychiatre m'aide en réalité avec mon divorce et ma demande de garde. Je ne sais pas si ce poste a sa place ici ou non, mais je veux de bons conseils. Alors je me lance. Il y a 3 mois, quelque chose de profondément douloureux est arrivé dans ma vie. Après une violente dispute entre mon mari et moi, il a essayé de me faire déclarer mentalement inapte à être mère. C'était incroyablement cruel, surtout venant de lui. Mais ce n'était pas juste à cause de la dispute, le déclencheur était bien pire. Voyez-vous, je venais de découvrir un secret à son sujet, mon mari avait une liaison depuis 10 ans. Et pas avec n'importe qui, mais avec son ex-petite amie, qui est elle aussi mariée. Alors que je croyais que mon mari et moi construisions une famille, ce renard sournois s'amusait derrière mon dos. Et ce n'était pas avec une inconnue, mais avec quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps. Donc pas d'excuse du genre, ça ne comptait pas, je ne ressens rien pour elle. C'était l'homme que j'aimais profondément, l'homme à qui je faisais entièrement confiance, sinon je ne l'aurais jamais épousé. Jamais je n'aurais pensé qu'il me tromperait. Il jouait tellement bien le rôle du mari aimant que je n'avais aucune raison de douter de lui. Trop bien, comme un psychopathe. C'est pour ça qu'il m'a eu, je cuisinais pour lui, je lavais ses vêtements, je m'occupais de notre maison. Nous avions 2 magnifiques enfants ensemble, et j'avais décidé de quitter mon travail pour me consacrer à l'éducation de notre famille. C'était le genre de relation où je m'imaginais vieillir à ses côtés, partager une vie pleine de souvenirs et d'amour. Peut-être une maison au bord d'un lac et tout le reste. Maintenant, je préférerais le noyer dans ce lac pour tout ce qu'il m'a fait. Mais tout n'a été qu'un mensonge que je n'ai découvert qu'il y a 3 mois. Mon mari était parti à ce qu'il disait être une conférence de travail. Ce devait être une de ses nombreuses histoires de couverture, mais elle tenait la route, car au fil des années, il avait bien assisté à quelques vraies conférences. J'avais besoin d'utiliser son ordinateur parce que le mien déconnait depuis des mois, mais ce jour-là, il a littéralement rendu l'âme. Ou, maintenant que j'y pense, peut-être qu'il s'est sacrifié pour moi parce qu'il savait qu'il devait me révéler quelque chose. J'ai donc pris celui de mon mari et, eh bien, vous pouvez imaginer ma surprise. Et ce n'est même pas la pire partie de mon histoire. Ce que j'ai trouvé sur cet ordinateur n'était que le début, mais à ce moment-là, je croyais déjà que ma vie était détruite. Quelle naïve, le pire restait à venir. Mais ce n'était déjà pas beau à voir. J'étais complètement horrifié de découvrir dossier après dossier de vidéos pornographiques, ce qui m'a rendu malade et écœuré. D'abord, on est au XXIe siècle, qui télécharge encore ce genre de choses? Ensuite, ce n'étaient pas des vidéos ordinaires. Je ne dirais pas de quel genre il s'agissait, au cas où ce serait contraire aux règles, mais bien que ce ne soit pas illégal, ce n'était pas vraiment normal. Mais ce qui a suivi était encore plus douloureux. J'ai trouvé des photos de mon mari avec une autre femme, des photos clairement inappropriées. Il mettait ces vidéos en pratique. Au début, je n'ai même pas reconnu la femme sur les images. Ce n'est qu'en consultant ces messages que tout est devenu clair. Comme son ordinateur et son téléphone étaient synchronisés, je pouvais voir tous les messages et les conversations qu'ils avaient échangés au fil du temps. En lisant leurs échanges, j'ai compris que c'était son ex. En fait, mon mari et cette femme couchaient ensemble chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Ce n'était pas un écart de conduite, c'était une habitude vieille de plusieurs années. Cette femme est aussi mariée et a un enfant avec son mari, tout comme moi. Ce n'était pas une erreur d'un soir. Pas un j'ai couché avec elle par faiblesse, mais ça ne se reproduira plus. Non, c'était je couche avec cette femme depuis des années et nous trahissons nos mariages parce que nos pulsions ont pris le dessus. Plus je lisais leurs messages, plus la douleur grandissait. Ils ne parlaient pas seulement de leur liaison, ils entraient dans des détails dérangeants. C'était comme s'ils vivaient dans leur propre monde, où tromper et manquer de respect étaient normaux. Mais ce qui m'a le plus blessé, plus encore que la liaison, ce sont les choses cruelles que mon mari disait sur moi dans son dos. Il se moquait aussi de son mari à elle. Dans plusieurs messages, il se moquait de moi et me comparait à elle. Il se plaignait que je n'étais pas aussi souple que son ex, comme si je devais me comporter comme un objet de plaisir. Il disait qu'il n'aimait pas que je ne me maquille pas autant qu'elle, comme si mon visage naturel n'était pas assez attirant. Un message que je n'oublierai jamais, c'est quand il a dit qu'il détestait être avec moi pendant les accouchements de nos enfants. Ça m'a anéanti. Les 2 accouchements ont été très difficiles pour moi, surtout le second. J'ai énormément saigné et c'était critique. Ce furent des moments parmi les plus douloureux, les plus émouvants et les plus marquants de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que mon mari se moquerait de moi pour ça. Je lui donnais un enfant, et lui se plaignait. Je n'arrivais pas à croire que l'homme avec qui je partageais ma vie, le père de mes enfants, puisse parler de moi avec autant de cruauté et de mépris. Mais vu tout ce qui a suivi, son côté psychopathe, je suppose que ça se tient. Son ex ne valait pas mieux. Dans leur conversation, elle se plaignait constamment de son propre mari. Elle disait qu'il travaillait trop, qu'il ne lui prêtait pas assez d'attention, comme si subvenir aux besoins de la famille était méprisable. Elle disait même à quel point elle détestait être mère. Elle écrivait sans arrêt qu'elle aurait voulu revenir à ses années d'université, quand la vie était simple, sans enfants ni responsabilité. C'était perturbant de lire à quel point ils détruisaient leur partenaire et leur vie avec autant de facilité. Au lieu de montrer un peu de gratitude ou de respect,
Ils se comportaient comme des victimes piégées dans une vie qu'ils avaient eux-mêmes choisie. Aucune trace de culpabilité ni d'inquiétude pour les gens qu'ils blessaient. Ils se nourrissaient de leur propre amertume et l'utilisaient pour justifier leurs actions égoïstes. Ce qui m'a vraiment déconcerté, c'est que mon mari ne s'était jamais plaint de quoi que ce soit auprès de moi. Jamais. En toutes ces années, il ne m'a jamais dit qu'il n'était pas heureux. Il n'a jamais dit qu'il avait des problèmes ou qu'il voulait que quelque chose change. Il n'a jamais élevé la voix ni montré un signe qui aurait pu m'alerter. Il agissait toujours comme si tout allait bien, comme si nous étions heureux. C'est pour ça que je dis qu'avec moi, il jouait le rôle du père et du mari aimant, mais qu'en dessous, c'était quelqu'un de complètement différent. J'étais dans un état pitoyable quand j'ai découvert tout ça, au point que je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer et que je faisais les 100 pas en me disant que ma vie était finie. Même si j'étais sous le choc, j'ai eu la présence d'esprit de faire des captures d'écran de tous les messages et photos, des preuves de ce qu'il avait fait dans mon dos pendant toutes ces années. Je vais être honnête, à ce moment-là, je n'étais pas dans mon état normal. J'étais submergé par les émotions, confuse, blessé, en colère, complètement perdu. Il faut comprendre que je croyais sincèrement qu'il était mon homme. C'était mon partenaire, le père de mes enfants, la personne avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Et pourtant, j'ai découvert que je le partageais depuis des années avec une autre femme, sans même le savoir. Quand il est enfin rentré de son soi-disant voyage d'affaires, je ne me suis pas retenu. Je l'ai immédiatement confronté. Ce qui a suivi a été l'une des plus grandes disputes que nous ayons jamais eues. Il y a eu des cris, des larmes, des émotions qui fusaient dans tous les sens. J'avais toutes les preuves sous la main, et il ne pouvait pas nier ce qu'il avait fait. Mais même là, cela n'a pas apaisé la douleur. Quand je l'ai confronté, tout ce que j'ai obtenu, ce furent des dénégations. Encore et encore, il a tout nié, même avec les preuves sous les yeux. Il n'y avait aucune trace de culpabilité sur son visage, aucune excuse, pas la moindre once de remords. Il me regardait droit dans les yeux et essayait de continuer à faire comme si de rien n'était. Quand je lui ai montré les captures d'écran, les messages, les photos, il a finalement cessé de nier la liaison. Mais ensuite, il a refusé d'assumer la moindre responsabilité. Au lieu de reconnaître ses actes, il m'a rejeté la faute dessus. Il a dit que c'était moi qui l'avais poussé à me tromper, que tout était de ma faute. Il m'a dit que je ne le satisfaisais plus assez, que j'avais cessé de faire des efforts pour lui plaire, qu'il voulait explorer davantage de choses au limit que je ne voulais pas. Et je sais ce que ça donne comme impression, comme si j'étais l'épouse ennuyeuse qui voulait toujours faire la même chose. Mais ce n'était pas ça du tout. En réalité, comme il était accro à ce genre de contenu, il avait des attentes absurdes sur ce qu'une femme pouvait faire. Évidemment, je sais très bien comment fonctionnent ces sites, si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai toujours refusé de participer à ce genre de choses qu'il aimait. C'était dégoûtant et révoltant. Après tout l'amour, les soins, et les efforts que j'avais mis dans notre mariage, élever nos enfants, le soutenir, abandonner mon travail, il a essayé de me faire porter la responsabilité de ses mensonges et de sa trahison. À ce moment-là, j'étais tellement envahi par la colère et la douleur que je voyais flou. Et au milieu de tout ça, nos enfants, nos deux petits, ont tout entendu. Ils étaient dans la maison pendant que nous nous disputions, pendant que les cris et les mots blessants fusaient. Avec le recul, je sais que j'aurais dû les protéger, mais j'étais tellement anéanti émotionnellement que je ne pouvais plus réfléchir clairement. Mon monde s'effondrait, et j'ai momentanément perdu le contrôle de tout. À un moment de la dispute, j'ai dit à mon mari que j'allais retrouver le mari de son ex et tout lui raconter sur leur liaison. Je voulais qu'il ressente la peur et la honte d'être exposé, comme moi quand j'ai découvert la vérité. C'est là que mon mari a explosé de colère. Il a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, il m'a giflé violemment. Puis, d'un ton froid et sans cœur, il m'a dit que je n'avais pas le droit de me mêler du mariage de son ex. Comme si c'était moi qui franchissais une limite. Pendant une seconde, je suis resté paralysé. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Mais nos enfants ont tout vu. Ils ont tous les deux couru vers moi, criant sur leur père, essayant de me protéger de la seule manière que leur petit cœur savait. Ça m'a brisé encore plus. Et au lieu de les réconforter ou de réaliser le mal qu'ils venaient de causer, il leur a crié dessus, leur ordonnant de ne pas se mêler des affaires d'adultes. Mon plus jeune fils s'est mis à pleurer sans pouvoir s'arrêter. À cet instant, en le voyant hurler sur nos enfants juste après m'avoir frappé, quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Je ne voyais plus l'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais bâti une vie. Je voyais ce qu'il était vraiment, un monstre, un homme capable de trahison, de mensonge, de violence, et pourtant incapable de ressentir la moindre honte. Même en voyant ses propres enfants pleurer de peur. Je savais que je devais emmener mes enfants et moi hors de cette maison, hors de ce cauchemar. Poussé par la rage, j'ai attrapé la tasse de thé brûlant qui était encore sur la cuisinière et je la lui ai jetée sur les cuisses. Il a crié et reculé en titubant, attrapant son pantalon, se tordant de douleur. Sans perdre une seconde, j'ai pris mes enfants, les clés de la voiture et j'ai couru vers la porte. Mais au moment où nous allions partir, il s'est jeté sur moi par derrière pour nous arrêter. Il m'a encore giflé devant les enfants, et là, je me suis retourné et je lui ai donné un coup de pied aussi fort que possible entre les jambes. Il est tombé par terre, gémissant de douleur, et je ne me suis pas retourné. Mes enfants serrés contre moi,
J'ai ouvert la porte et j'ai couru. Je ne savais pas exactement où aller, mais je savais qu'il fallait fuir. J'ai décidé d'aller chez mes parents. À ce moment-là, c'était le seul endroit qui me semblait un minimum sûr. Je n'arrêtais pas de pleurer. J'essayais de rester forte pour mes enfants, mais la douleur était trop grande pour être contenue. Mon aîné m'a demandé d'une petite voix inquiète, « Maman, ça va? Pourquoi papa t'a fait mal ?» Je ne savais pas quoi répondre. Aucun enfant ne devrait avoir à poser une telle question. Malgré leur peur et leur confusion, ils ont essayé de me réconforter. Ils essuyaient mes larmes avec leurs petites mains. Mes bébés essayaient d'être forts pour moi, alors que c'était à moi d'être forte pour eux. Quand nous sommes enfin arrivés chez mes parents, c'était comme s'ils nous attendaient déjà. Dès que je suis entré, ma mère m'a serré dans ses bras, ainsi que les enfants. Elle m'a dit que mon mari les avait déjà appelés. Il leur avait hurlé dessus au téléphone, disant que je l'avais agressé. Il leur avait dit que j'étais mentalement instable, folle, et inapte à m'occuper de nos enfants. Et le pire, c'est qu'il leur avait aussi dit qu'il avait appelé la police, m'accusant d'avoir enlevé ses enfants. Oui, après tout ce qu'il avait fait, il a appelé la police et a essayé de se faire passer pour la victime. Finalement, les policiers sont arrivés chez mes parents. J'étais terrifié, mais je savais que je devais rester calme, pour mes enfants et pour moi-même. J'ai pris une grande respiration et j'ai tout expliqué aussi clairement et calmement que possible. Je leur ai parlé de l'infidélité, de la gifle, de ma réaction dans un moment de rage et de douleur. Mes enfants étaient là aussi et m'ont soutenu sans hésitation. Ils ont dit aux policiers ce qu'ils avaient vu, que leur père m'avait frappé le premier et qu'il leur avait crié dessus. Mais malgré tout ça, les agents n'ont pas réagi comme je l'espérais. Ils ont reconnu ma douleur, mais ont dit qu'en jetant du thé brûlant sur mon mari, j'avais mis mes enfants en danger, puisque tout s'était passé devant eux. Apparemment, il était allé à l'hôpital avec de légères brûlures et avait porté plainte contre moi pour agression. Ils m'ont arrêté sur le champ, devant toute ma famille. Mes enfants pleuraient de terreur, s'accrochant à moi, suppliant les policiers de ne pas m'emmener. Mes parents ont essayé de parler, d'expliquer toute l'histoire, mais les agents ont dit qu'ils devaient suivre le protocole. C'était l'un des moments les plus humiliants et déchirants de ma vie. Ils m'ont traité comme une criminelle, alors que tout ce que j'avais fait, c'était essayer de me protéger, moi et mes enfants, d'un homme qui nous avait déjà fait tant de mal. Le regard de mes enfants pendant qu'ils me voyaient emmené par la police est une image que je n'oublierai jamais. J'ai passé toute une nuit en prison. Et le lendemain, à ma grande surprise, mon mari est venu. Je ne savais pas à quoi m'attendre, une partie de moi craignait qu'il ne vienne aggraver les choses. Mais au lieu de ça, il a dit aux policiers qu'il voulait retirer sa plainte. Comme ces brûlures étaient mineures et qu'il n'y avait aucun antécédent de violence de ma part, les agents ont accepté de me relâcher. Mais, bien sûr, il y avait une condition. Il ne retirait pas sa plainte par gentillesse ni par remords. Il est venu avec une exigence, il ne retirerait les charges que si j'acceptais de subir une évaluation psychiatrique. Selon lui, c'était moi qui avais besoin de thérapie, pas pour guérir du traumatisme qu'il m'avait infligé, mais pour travailler sur mon attitude. C'est le mot qu'il a utilisé, attitude. C'était manipulateur et humiliant. Debout devant lui, après tout ce qu'il avait fait, j'avais envie de hurler, mais je savais que je ne pouvais pas, car cela aurait empiré ma situation. Un seul faux pas, un seul refus, et il aurait pu rendre les choses encore pires. Et il le savait, il comptait là-dessus. Alors j'ai ravalé ma colère. J'ai avalé ma fierté. Même si chaque fibre de mon être brûlait de rage et d'humiliation, je savais que si je n'acceptais pas ces conditions, il continuerait à utiliser le système judiciaire contre moi. Il avait déjà montré qu'il était prêt à jouer sale, et je ne pouvais pas prendre ce risque, pas avec mes enfants en jeu. Je ne pouvais pas le laisser utiliser les tribunaux pour me les enlever ou me faire passer pour une mère indigne. Alors j'ai dit oui. Pas parce que je croyais avoir besoin d'être réparé, mais parce que j'avais besoin de survivre. J'avais besoin d'être libre, j'avais besoin d'être avec mes enfants. Et si cela signifiait suivre sa version tordue de l'histoire pour le moment, je le ferais. Mais au fond de moi, je savais aussi que ce n'était pas fini. Je savais que je devais trouver un moyen de récupérer ma liberté. Après avoir accepté ces conditions, aussi humiliantes soient-elles, il nous a ramenés chez mes parents. Malgré les objections fermes de mes parents et la peur évidente de mes enfants, il a insisté pour nous ramener, les enfants et moi, à la maison, sa maison, l'endroit même où tout s'était effondré. Mes parents ont essayé de l'en empêcher. Ils lui ont dit que c'était trop tôt, que j'avais besoin d'espace et que les enfants avaient besoin de stabilité. Mais il n'a rien voulu entendre. Il a balayé leurs inquiétudes, agissant comme s'il ne s'agissait que d'une simple dispute familiale pouvant être résolue avec quelques promesses. Il ne cessait de répéter qu'il avait fait une erreur, que nous étions toujours une famille, et que lui et moi devions arranger les choses pour le bien des enfants. Mes enfants ne voulaient rien avoir à faire avec lui. Ils s'accrochaient à moi, effrayés et confus, me demandant si nous devions vraiment y retourner. Mais il a insisté. Au fond, je savais que je replongeais dans un cycle toxique. Mais à ce moment-là, j'avais peu d'options. Alors mes enfants et moi sommes retournés avec lui. Depuis 3 mois, je me tais. Je joue le rôle qu'il veut que je joue, calme, obéissante, coopérative, ce qui a permis de nous garder en sécurité, mes enfants et moi. Mais à l'intérieur, je prépare un plan.
Durant ces mois, j'ai réussi à obtenir un emploi à temps partiel. J'ai économisé chaque centime que je gagne, soigneusement et en secret, dans un compte bancaire dont mon mari ignore l'existence. J'ai aussi cherché des logements et j'ai récemment trouvé un endroit qui semble parfait pour mes enfants et moi. J'ai déjà parlé à l'agent immobilier et commencé les premières démarches pour concrétiser le projet. De plus, mes parents ont été mon soutien silencieux tout au long de ce processus. Avec leur aide, j'ai rencontré un avocat. Il a examiné tout ce que j'ai documenté, les captures d'écran, les messages, les photos, la chronologie, et m'a dit que j'avais une affaire solide. Compte tenu de la violence émotionnelle, de la violence physique et des années d'infidélité, il pense que j'ai de bonnes chances d'obtenir la pension alimentaire, la garde exclusive et le soutien financier nécessaire pour mes enfants. Pendant ce temps, mon mari agit comme si rien ne s'était passé. C'est comme s'il s'était convaincu que tout allait bien entre nous maintenant. Que quelques fleurs et gestes gentils suffiraient à effacer des années de trahison et de souffrance. Chaque jour, il rentre à la maison avec un sourire, parfois avec des fleurs à la main, comme s'il jouait le rôle du mari parfait. Il aide aux tâches ménagères, propose de préparer le dîner, et insiste même pour organiser des soirées en amoureux, bien que je les ai refusées plus de fois que je ne peux les compter. Comme je l'ai dit, il est revenu à sa version de psychopathe, qui cache très bien son jeu. Mais maintenant que j'ai vu ce qu'il y a sous le masque, je sais que tout cela est un mensonge. La vérité, c'est que je ne ressens plus rien pour lui. L'amour que j'avais pour lui est mort. Je ne l'aime plus. En fait, je supporte à peine sa présence. Je déteste dormir dans le même lit. Je déteste faire semblant. Et plus que tout, je veux juste qu'il disparaisse. Mise à jour 1. Je veux répondre ici à certaines questions qu'on m'a posées dans le précédent post, notamment pourquoi je n'ai pas quitté la maison la nuit où j'ai été arrêté. La raison est simple, mes enfants. Je sais que j'ai mal joué mes cartes lors de la confrontation, que j'aurais dû sortir mes enfants de la maison avant de le confronter, ou partir sans rien dire. Mais je ne pensais pas clairement, et je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse ainsi. Il m'a prise par surprise, car il avait toujours joué le rôle du mari aimant, ce qui, à mon avis, fait de lui un psychopathe, ou, sinon, quelqu'un atteint d'un autre trouble mental lui permettant d'agir ainsi tout en étant un monstre à l'intérieur. C'est pour cela que j'ai dû retourner à la maison, la police ne pouvait rien faire avec ce que mes enfants leur avaient dit, et je savais que si je refusais, ils garderaient la garde temporairement, et je n'aurais aucune idée de ce qu'ils pourraient leur faire pendant qu'ils seraient loin de moi. Mon plan était de préparer le dossier de l'intérieur, pour que, lorsque nous demanderions le divorce, nous puissions aussi requérir la garde complète en urgence. Ce que mon ex ignore, c'est que le psychiatre qu'il paie lui-même, pensant qu'il l'aiderait dans son dossier, a en réalité accepté de me soutenir dans la procédure de divorce. Il est prêt à témoigner que ma santé mentale est parfaitement stable, que je suis tout à fait capable en tant que mère, et que c'est mon ex qui a été émotionnellement abusif tout ce temps. Je publierai une autre mise à jour bientôt, quand je pourrai en dire plus. S'il vous plaît, gardez mes enfants et moi dans vos pensées. Mise à jour 2. Les amis, j'ai enfin quitté mon mari. Hier soir, je me suis assise avec mes enfants et je leur ai tout expliqué. Je leur ai présenté le plan, je leur ai dit que nous partions pour de bon. Et leur réaction m'a bouleversé. Ils n'étaient pas effrayés, ils n'étaient pas tristes, en réalité, ils étaient soulagés. Il s'avère qu'eux aussi attendaient ce moment en silence. Ils m'ont avoué qu'ils ne voulaient plus vivre dans cette maison. Ils soutiennent totalement ma décision de partir. Alors, ce matin, j'ai attendu qu'ils partent au travail. Une fois que la voie a été libre, nous nous sommes mis au travail. J'ai emballé l'essentiel, les vêtements, les documents importants, tout ce dont nous avions vraiment besoin. Les enfants ont aussi préparé leurs affaires eux-mêmes. Je les ai laissés ne pas aller à l'école aujourd'hui, car c'était plus important. Nous avons travaillé en équipe, chargé tout dans la voiture, et nous sommes partis. Lorsque nous sommes arrivés à notre nouvelle maison, mes parents étaient déjà là, nous attendant. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je leur suis reconnaissante. Ils ont été mon pilier silencieux tout au long de ce processus. Dès que nous avons franchi la porte, ma mère a serré les enfants et moi dans ses bras. Puis elle et mon père se sont mis au travail. Pendant que ma mère préparait le repas et nous aidait à nous installer, mon père installait des caméras de sécurité autour de la maison. Je sais que mon mari pourrait tenter quelque chose, je m'y attends même, si cela peut servir à mon dossier. Et s'il ne tente rien, ce ne sera pas du gaspillage pour autant. Quand les enfants se sont calmés et ont commencé à ranger leurs affaires, j'ai fait ce que je redoutais le plus, mais que je savais nécessaire, j'ai appelé mon mari. Dès qu'il a décroché, je lui ai dit directement et calmement, les enfants et moi t'avons quitté. Je mets fin à notre mariage. Il a aussitôt explosé, criant, qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Sa voix débordait de rage et d'incrédulité, mais je ne me suis pas laissé atteindre. Je suis resté ferme. Je lui ai dit, je ne peux plus être avec toi. Les enfants et moi sommes en sécurité, et je veux que tu saches que c'est définitif. Mon avocat te contactera bientôt avec les papiers du divorce. Dès que j'ai prononcé le mot divorce, il a complètement perdu le contrôle. Il s'est mis à hurler, exigeant que je revienne immédiatement, comme s'il avait encore un quelconque pouvoir sur moi. Et, comme prévu, il est passé directement aux menaces.
Il a dit qu'il allait encore appeler la police, comme il l'avait fait auparavant, en tordant les faits pour se faire passer pour la victime. Mais cette fois, je n'ai pas eu peur. Je lui ai répondu calmement, c'est une affaire civile. Tu ne peux pas utiliser la police pour nous forcer à revenir. Ce stratagème ne marchera plus avec toi. Et c'était vrai. Je suis parti avec un plan, avec des conseils juridiques, et dans mon plein droit. Il n'a plus ce pouvoir sur moi. Il a continué à crier, à hurler, à m'accuser, à essayer de m'intimider. Mais je ne lui ai pas laissé cette satisfaction, j'ai raccroché. Depuis, il s'effondre complètement. Il m'a laissé plusieurs messages vocaux, les uns après les autres, remplis de rage et de vulgarité. Pas une seule excuse. Aucun remords sincère. Juste de la haine. Il m'insulte de tous les noms, me rejette la faute de tout, essaie de me culpabiliser pour avoir détruit la famille, en ignorant complètement que c'est lui qui l'a brisé avec des années de mensonges, d'infidélité et de violence. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, et je n'ai pas l'intention de le faire. J'ai sauvegardé chaque message vocal et je les ai déjà remis à mon avocat. Qu'il hurle dans le vide autant qu'il veut, je n'écoute plus. Le plus triste, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à moi. Il a aussi commencé à appeler nos enfants. Tous deux lui ont répondu calmement et avec assurance qu'ils allaient bien, qu'ils étaient avec moi et qu'ils voulaient rester avec moi. Mais au lieu d'écouter, il leur a crié dessus au téléphone, les accusant de l'abandonner. Heureusement, notre fille aînée a eu la présence d'esprit d'enregistrer l'appel. Elle savait qu'il n'était pas normal qu'il leur parle ainsi et voulait des preuves pour le tribunal plus tard. J'ai également enregistré mon appel où je lui annonçais que tout était fini. C'est vraiment déchirant de le voir agir ainsi avec ses propres enfants. Voilà qui il est quand il perd le contrôle. Mise à jour 3. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour ici. Je voulais partager où en sont les choses. D'abord, la procédure de divorce est toujours en cours. Comme prévu, mon ex et son équipe juridique font tout leur possible pour retarder le processus et retarder la séparation. Ils ont essayé de tordre les faits, de ralentir les procédures, et de m'épuiser sous une montagne de paperasse. Mais je n'abandonne pas. Pendant ce processus, lorsque mes enfants ont eu l'occasion de parler au juge, ils ont été honnêtes, clairs et incroyablement courageux. Ils ont dit au juge, avec leurs propres mots, qu'ils ne voulaient pas vivre avec leur père. Ils ont expliqué qu'ils ne se sentaient pas en sécurité près de lui et qu'ils étaient plus heureux et plus apaisés en vivant avec moi. Bien sûr, mon ex ne l'a pas bien pris, il est furieux. Il m'a immédiatement accusé de les avoir manipulés, comme si nos enfants n'étaient pas capables de penser ou de ressentir par eux-mêmes. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais dit un seul mot négatif à leur sujet devant eux. Je n'en avais pas besoin, il s'est chargé lui-même de leur montrer exactement qui il est, comme s'il n'avait pas déjà vu son vrai visage. Et c'est ce qui me met le plus en colère, son refus total d'assumer la moindre responsabilité. Il se voit toujours comme la victime, il essaie toujours de retourner la situation pour créer un récit où je serais la coupable. Et pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai prévenu le mari de la maîtresse de mon ex. La femme avec qui mon ex m'a trompé est aussi mariée. Et après que ma vie se soit effondrée à cause de tout cela, j'ai estimé que son mari méritait lui aussi de connaître la vérité. Alors je l'ai contacté directement. Je lui ai tout envoyé, les captures d'écran, les photos, les messages, chaque détail répugnant que j'avais découvert. Il a été aussi choqué et anéanti que je l'avais été au début. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait dans son dos. Et maintenant, lui aussi est en train de mettre fin à son mariage. Mais ce n'est pas tout, car cet homme est allé directement chez mon ex-mari, et ils ont eu une confrontation. Je ne le connaissais pas, donc je ne sais pas à quoi il ressemble, mais un voisin m'a dit qu'il avait l'air intimidant, au point que mon ex a cessé de jouer les durs quand il a compris qu'il risquait de se prendre un coup de poing. Maintenant, il n'est plus aussi agressif ni aussi courageux qu'il l'était avec moi, une femme. Heureusement, cet homme ne l'a pas frappé. Et si je dis « heureusement », ce n'est pas parce que je ne voulais pas que mon ex souffre, mais parce que se mettre dans des ennuis judiciaires n'aurait aidé personne. Le mieux qu'il puisse faire, c'est divorcer et obtenir la garde de son enfant, comme je le fais moi-même. Mise à jour 4. Je voulais partager une dernière mise à jour sur mon histoire, car les choses sont désormais réglées de mon côté, et je pense que mon histoire touche à sa fin. Mon divorce et celui du mari de la maîtresse de mon ex se sont conclus presque en même temps. Contrairement à mon cas, la maîtresse de mon ex n'a pas mis d'obstacle à son mari. Non seulement la procédure a été plus simple, mais elle lui a pratiquement offert la garde complète de leur unique enfant sur un plateau d'argent. Contrairement à moi, elle ne voulait pas être mère, elle voulait seulement continuer à être utilisée pour les plaisirs de mon ex. Dans mon divorce, j'ai obtenu non seulement la moitié des biens, y compris la maison, mais aussi une pension alimentaire pour mes enfants et une pension compensatoire pour moi. De plus, j'ai obtenu la garde exclusive de mes enfants, sans droit de visite surveillée, une situation qu'ils ne souhaitaient de toute façon pas. Heureusement, nous n'avons jamais eu à utiliser les caméras de sécurité que nous avions installées à la maison, mais elles sont toujours là, au cas où. Mon ex-mari n'a pas apprécié l'issue du divorce, mais nous n'avons plus aucun contact, son numéro est bloqué, et l'ordonnance d'éloignement a été très utile ces dernières semaines depuis la conclusion de tout cela. Étrangement, il n'a rien tenté d'autre contre nous. Peut-être parce qu'il était trop occupé à lever la main sur sa maîtresse, sans la moindre tenue.
Et je dis cela dans tous les sens du terme. Non seulement parce qu'il était désormais libre de lui faire ce qu'il aimait faire, mais aussi parce qu'il est connu pour l'avoir frappée, elle aussi. Elle a récemment publié un message où elle ne se contente pas de détailler les choses qu'il la forçait à faire pour son plaisir, mais aussi la manière dont, ces derniers temps, il aimait la frapper, et pas dans un contexte intime. Elle a même publié une photo montrant les effets d'un de ses coups sur son visage. Apparemment, elle a mis fin à leur relation, car mon ex est désormais totalement hors de contrôle et ne fait même plus semblant d'être le « gentil gars » qu'il prétendait être. Mise à jour 5. Ce ne sera pas une grande mise à jour, car je n'en sais pas beaucoup, seulement que mon ex-mari est en prison depuis 3 mois et qu'il doit y rester encore 6 mois. C'est parce qu'il est entré chez son ex-maîtresse et l'a battue jusqu'à ce qu'elle saigne. Mais, comme je l'ai dit, je n'en connais pas les détails, car je n'ai plus aucun contact avec quiconque le concerne, et cette information m'est parvenue par hasard. Si la peine est correcte et les informations exactes, mon ex pourrait être libéré à la fin de l'année 2025. Je sais que certaines personnes voudraient en savoir plus, mais honnêtement, j'espère ne plus jamais entendre parler de lui et que ma vie reste aussi loin que possible de la sienne.